Très bien. Donc, je vais vous parler de modélisation structurale. Bravo, ça commence bien. Implicite ou explicite. Désolé pour la typo. Ce que je dis aux étudiants de ne pas faire, voilà, évidemment, je le fais. Donc, c'est un travail qui est en commun. On va dire que c'est plutôt une synthèse de pas mal de travaux qu'on a fait avec ma collègue Pauline Colomb. Et donc, nous, on vient d'un domaine de modélisation, de géomodélisation relativement profond, avec pas mal d'applications pétrolières, où on est plutôt à des kilomètres sous terre qu'à des dizaines ou centaines de mètres sous terre. Et dans ce domaine pétrolier, depuis les années 90, il y avait le concept de Graal, du shared earth model, du modèle intégratif qui intégrerait toute la connaissance géodynamique, géologique, géophysique, multiméthode, ce qu'on appellerait aujourd'hui un jumeau digital, c'est beaucoup plus moderne et c'est beaucoup plus général, mais c'est toujours la même idée. Et le gros problème de tout ça, c'est que c'est une vision assez idéaliste, parce que dans les faits, on a un processus d'intégration des données qui reste essentiellement séquentiel, où on part de la donnée brute, on la traite, on l'interprète, et on va chercher à représenter les principales structures géologiques. Donc, on a déjà une cartographie tridimensionnelle des structures, et parfois on peut s'arrêter là, mais le plus souvent, si on veut aller plus loin en modélisation numérique, il va falloir discrétiser, faire un maillage de ces structures, le remplir avec des propriétés pétrophysiques pour pouvoir faire des simulations numériques, des simulations hydrodynamiques, des simulations de stabilité, des simulations d'état de contrainte, etc., etc. Et donc, si je prends l'exemple de l'hydrodynamique, on va obtenir une prévision ou des prévisions qu'il va falloir matcher ou corréler avec ce qu'on a observé sur les chroniques de production ou les concentrations observées au niveau de forage. Et malheureusement, malgré tous ces efforts et tout le temps passé, on se rend compte que le modèle en tout cas, le modèle ici est faux, et qu'en plus, il n'est pas utile parce qu'il n'arrive même pas à reproduire le passé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des maths, on fait de la simulation de données, on fait pas mal de choses pour résoudre un problème inverse et essayer de caler les paramètres qu'on pense être les meilleurs. Mais c'est compliqué parce qu'on a pris pas mal de décisions dans les phases précoces du processus. Et le plus souvent, ce qu'il est facile de changer, c'est les valeurs au niveau des mailles. Et donc, on perd la cohérence avec tout le processus d'interprétation qui a été fait précédemment. Et on ne remet pas forcément en question, pour des raisons de temps, les interprétations et les concepts mis en jeu plus tôt. Donc, l'objectif de ce que je vais vous présenter, c'est sur le côté structural, parce que depuis une vingtaine d'années, il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits sur l'automatisation de la modélisation structurale. Cette automatisation, elle est clé pour pouvoir boucler la boucle avec l'interprétation de manière plus efficace. Donc, l'approche historique, c'est l'approche explicite. Donc, je vais vous dire quelques mots. Donc, l'approche explicite, elle vise à représenter les interfaces. Alors, je ne vais pas vous assommer trop avec des équations, hein, mais l'idée, c'est de représenter les interfaces par des surfaces qui disent au-dessus, il y a une unité, en dessous, il y a une unité, ou je suis sur le toit ou le mur d'une faille, à partir de données ponctuelles qui vont être les observations en forage ou autres. Et donc, on a nos points. Et donc, Yoann parlait de GDM tout à l'heure. Voilà, typiquement, c'est le genre d'approche qui est utilisé. Vous êtes en vue de dessus, vous avez des points qui vous donnent la profondeur d'une interface. Vous mettez tout ça dans un gros système linéaire, vous faites une régression polynomiale ou un truc un peu plus compliqué. Ça date des années 70, donc ça marche bien, ça marche vite. Et vous avez une carte d'isohypse, une carte de profondeur de votre interface, et vous pouvez faire ça pour toutes les interfaces. Dans les années 90, les gens se sont dit, oui, mais ça, c'est pas très pratique, parce que quand j'ai des plis couchés, des diapires, des choses plus compliquées, des failles inverses, je ne peux pas simplement travailler en carte de profondeur. Donc, on est rentré dans le monde de la CAD et dans l'utilisation de surfaces triangulées. Donc, l'idée, c'est de représenter les interfaces comme des sommets reliés par des triangles et de formaliser l'interprétation et la définition des interfaces par ce type de représentation. Donc ça a donné lieu à des logiciels comme GoCAD.
À partir de là, et donc c'est pas mal utilisé dans les domaines miniers, dans les domaines pétroliers. Donc l'idée, c'est que vous avez vos points, vous pouvez les trianguler, vous pouvez partir de lignes et puis les extrapoler pour obtenir des structures plus ou moins cylindriques autour de ces lignes. Et donc un exemple à partir d'un modèle LIDAR, parce qu'en fait cette technique elle reste complètement d'actualité dans toutes les nouvelles acquisitions qu'on peut faire. Donc là on est dans le Jura suisse, on voit un magnifique pic au frais. Et donc, les collègues de l'Université de Lausanne ont utilisé ce genre de choses pour pointer les contacts et puis extrapoler en utilisant des stéréonètres et puis la direction axiale. Donc, ça marche bien pour essayer de prédire ce qu'il y a de part et d'autre de l'affleurement, enfin, surtout du côté qui n'a pas été érodé ou excavé. Mais évidemment, c'est des hypothèses très simplificatrices parce que nos structures sont complètement cylindriques et on sait tous qu'en vrai, les structures ne sont jamais complètement cylindriques. Donc, quand on n'a pas des structures cylindriques, il faut formuler le problème d'interpolation pour essayer de partir d'une surface et puis la modifier graduellement. Et ça, c'est un processus qui peut être relativement long et compliqué, qu'on a pu appliquer assez récemment à une modélisation toujours à partir de données de surface sur des mini-bassins sédimentaires dans la région de Sivas en Turquie, où tout ce qui apparaît en blanc, c'est des formations salifères. Et puis, il y a des mini-bassins où il y a eu des processus de sédimentation pendant les mouvements de sel. Et donc, c'est toute la partie où il y a des interprétations. Alors, on ne voit pas très bien parce que c'est loin, mais c'est ce qui est ici, avec donc, le contour du bassin sédimentaire et puis des limites stratigraphiques à l'intérieur du bassin, des mesures d'orientation, enfin des données structurales relativement classiques. Et donc, quand on a montré ça aux collègues, alors en l'occurrence, c'était de Total Energy et de l'Université de Pau qui travaillaient là-dessus, enfin, quand ils nous ont montré ça, on a dit, tiens, ça serait rigolo de faire un modèle 3D. Et la réaction de Jean-Claude Ringenbach, c'était de dire, pas possible, vous n'y arriverez jamais, il n'y a pas assez de données. Donc, comme on aime bien les défis, on s'est dit, bah, alors, ok, expliquez-nous ce que vous pensez. Donc, le concept, c'est ça, c'est qu'on a des mini-bassins qui forment des géométries en forme de bourse et on a des variations d'épaisseur parce qu'en fait, comme les sédiments se déposent en même temps que le bassin se crée et puis il y a le sel qui remonte et qui crée de l'espace à l'intérieur du bassin, on a ces structures qui apparaissent et qui sont bien documentées au niveau du modèle conceptuel stratigraphique. Donc, pour créer un modèle 3D de ça, comment on a fait? On a interprété quelques-unes de ces coupes. On est très non cylindrique, donc il n'était pas trop question d'extrapoler uniquement à partir des directions axiales. Et on a créé plusieurs morceaux pour gérer les différentes géométries. Une fois que ces morceaux ont été créés, il a fallu les relier, les lisser, les connecter et quelque part dessiner la structure qu'on avait en tête, ancrée sur les données de coupe interprétatives. Alors, quand on fait ça, donc ça, c'est des genres de trucs qu'on apprend à faire aux étudiants en première année, à l'issue des stages de terrain. Donc, on y arrive, mais oui, ça demande effectivement un certain niveau d'expertise pendant lequel on perd parfois un peu le lien avec l'objet. Et donc, voilà, le géomodélisateur, il peut passer pas mal de temps à faire ce genre de choses. Et donc, effectivement, il faut que ça vaille le coup. Mais en même temps, voilà, c'est une approche, c'est possible et ça marche. Sachant qu'il y a quand même des incertitudes, hein, parce qu'il y a une grosse partie de données interprétatives sur la géométrie en profondeur où on a zéro forage et zéro information. Et puis, dernier type d'approche, justement, c'est plutôt que de faire des surfaces triangulées linéaires, on peut imaginer d'aller à des ordres supérieurs, donc utiliser des surfaces paramétriques. Donc, c'est aussi beaucoup utilisé sur les modèles de CAD. Et donc, voilà, ça c'est un exemple tout bête où vous avez quelques points de contrôle et puis quand vous les déplacez, il y a la surface qui va suivre ces points de contrôle et vous pouvez soit déplacer les nœuds de contrôle, soit déplacer la surface directement de manière à sculpter la forme et essayer d'obtenir quelque chose qui est cohérent plus rapidement. Alors, c'est sympa pour des démos. En pratique, c'est compliqué parce que la cohérence entre les différentes surfaces est très difficile à maintenir. Donc, c'est pareil. On se dit au début, ah, ça va super, ça va vraiment nous aider, ça va être super facile. Et quand on commence à pratiquer ce genre de choses, on se rend compte qu'avoir un modèle cohérent avec ce genre de méthode, ce n'est pas forcément si simple que ça. Et donc, depuis les années 2000,
il y a eu des grosses avancées en termes de capacité de mémoire d'ordinateur. Et donc, ça, finalement, une autre manière de représenter, d'automatiser la construction des horizons et des failles qui s'appuie sur les approches dites implicites. Alors, l'approche implicite, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on faisait dans les années 50 et 70, mais en 3D. Donc, vous avez une carte où vous avez des points, et en fait, si vous vous dites que donc, il y a une faille qui a été déjà cartographiée, c'est la ligne bleue, et si vous avez deux horizons stratigraphiques qui représentent vos limites de couche, vous allez leur donner un âge, et vous allez interpoler l'âge en 2 dimensions, et ça va vous faire un âge géologique relatif en tout point de l'espace. Alors, comment faire ça? Il y a plein de variations numériques et les approches développées par le BRGM et l'École des mines de Paris sur les champs de potentiel. Il y a les approches numériques d'optimisation développées à Nancy. Il y a pas mal de logiciels qui font ça. C'est une technologie qui commence à avoir 20 ans. Les premiers papiers, ça date du début des années 2000. C'est implémenté dans des logiciels commerciaux type Leapfrog, Skua, Petrel, etc. Et il y a plein de startups qui ont fait ça aussi. Donc, il y a pas mal de biodiversité, on va dire, sur ce type d'approche. Le gros avantage de ça, c'est que si vous avez des données d'orientation, donc des mesures de pendage entre vos formations, c'est intégrable directement, parce qu'en fait, ça va contraindre le gradient de la fonction que vous cherchez à interpoler. Donc, on n'a plus de projection, et du coup, on simplifie énormément le problème, on automatise énormément le problème par rapport à projeter une donnée d'orientation sur l'horizon le plus proche, avec tous les problèmes que ça peut poser quand on a des failles, des compartiments et ce genre de choses. Alors, j'ai quelques exemples. Ça, c'est encore une donnée un cas d'étude dans le golfe du Mexique, toujours dans du sel, dans des bassins associés à des mouvements diaphyriques de sel, où il y a pas mal de marqueurs géomorphologiques. Vous voyez les petits fers à repasser, là, qui marquent donc des surfaces structurales, qui permettent de contraindre à partir de la topographie le pendage des couches. Et donc, ça correspond à toutes les lignes que vous voyez sur l'image. En fait, je réalise que je suis en train de montrer sur mon écran, qui n'est pas votre écran. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et je vais peut-être mettre le curseur. Je ne peux pas mettre le curseur. Hop. Voilà, je prends mieux comme ça. Et donc, en intégrant toutes ces données, en assignant un âge géologique relatif à ces différentes lignes, on met tout ça dans la moulinette numérique, on résout le problème au sens des moindres carrés. Donc, c'est encore une fois une espèce de régression généralisée. On obtient ce genre de choses. Et puis, éventuellement, comme on est très peu contraint en surface et en subsurface, on peut rajouter quelques points de données interprétatifs qu'on va déplacer et puis on va pouvoir mettre à jour le modèle comme ça, de manière à gérer les incertitudes ou intégrer un peu plus de concepts géologiques loin des données dont on a forcément besoin en général quand on est en train de faire ce genre de choses. On peut faire le même genre d'approche sur notre affleurement numérique du Jura avec le Picofray. Et donc là, c'est à peu près la même idée. À partir des données de LIDAR, on a interprété quelques limites, on a interprété quelques surfaces structurales en essayant de faire des lignes un peu droites, parce que ça permet de contraindre la normale des différentes couches. Et quand on fait ça, bingo, on met ça dans notre modèle, et on se rend compte que, ben non, pas bingo, parce qu'on fait des bulles. Ah, donc là, le géologue, il n'est pas content quand il voit des bulles, parce qu'il s'attend à avoir des strates. Donc une strate, en général, ça ne fait pas une surface fermée. Alors pourquoi il y a des bulles? Parce qu'il y a à un moment dans le système numérique, il faut dire il faut dire ce qui se passe et ce qu'on veut loin des données. Et en général, ce qu'on dit, c'est qu'on veut que la surface soit lisse. On veut que le Laplacien soit minimal. Ah oui, mais du coup, en extrapolation, ça ne marche pas très bien. De toute façon, l'extrapolation, il n'y a pas grand-chose qui marche, à part le bon sens du géologue. Et donc, ce n'est pas génial. Alors, on peut se dire, ce n'est pas grave. On va rajouter des contraintes axiales, parce qu'on peut aussi essayer de dire, je connais quand même à peu près ma direction axiale, donc je veux passer par mes données et je veux en plus honorer la direction axiale. Quand on fait ça, c'est un peu mieux. On n'a plus une bulle, on a un cylindre.
mais c'est toujours pas super satisfaisant, hein. Mais par contre, en rajoutant encore une fois quelques points de part et d'autre de l'affleurement, eh ben, on arrive à s'en tirer et à obtenir différents types de géométrie. Donc, l'automatisation, elle est là, mais elle n'est pas gratuite, elle ne marche pas toujours. Donc, il faut quand même effectivement avoir quelques stratégies de remédiation. Et un autre exemple de ça, si on revient en Turquie, c'est quand on a pris les lignes de coupe. Au début, on se disait, ah, ben, on va essayer de construire notre surface de sel en implicite. Quand on a pris des lignes de coupe, on a obtenu ce genre de choses à gauche. Donc, un truc qui ressemble strictement à rien, enfin, c'est très joli, mais on a essayé de changer pas mal de choses, des paramètres numériques, etc. Ça faisait toujours des trucs complètement abracadabrants, parce qu'en fait, ce que voit l'ordinateur, ce n'est pas le concept géologique, c'est uniquement des points. Et donc, c'est un peu comme si vous prenez la ligne de suture d'une balle de tennis et que vous demandez à l'ordinateur de reconstruire une balle de tennis. Si vous n'avez pas le concept qu'en fait, cette ligne de suture, elle est sur une sphère, vous allez obtenir une surface minimale, une espèce de bulle de savon qui passe, et donc, quand il y a des ambiguïtés, vous allez les retrouver. Donc, sur cette surface de sel, on a fait quelques essais en implicite, on a fini par laisser tomber, et on est revenu à notre surface explicite, qui finalement, moyennant un peu de savoir-faire, marchait beaucoup mieux. Par contre, pour toute la stratigraphie à l'intérieur des bassins, on l'a modélisé en implicite avec notre fonction de temps géologique relatif, parce qu'on a une certaine cohérence et on a la capacité d'intégrer toutes les données qui sont issues de cet empilement de strates. Et donc, l'idée de représenter tout cet empilement par une seule fonction, c'est quelque chose qui marche bien et qui est en fait assez puissant. Donc, en conclusion, les approches explicites, elles travaillent surface par surface, indépendamment les unes des autres. Et elles impliquent pas mal de projections entre les surfaces pour garantir la cohérence. Je n'ai pas parlé des failles et de la gestion des bords, mais ça aussi, c'est une source de problèmes assez récurrent. Le gros avantage des approches implicites, c'est qu'elles modélisent un ensemble de séries stratigraphiques de manière conforme d'un seul coup. Et ça apporte une grande cohérence, en particulier quand on a peu de données et quand on a des données d'affleurement comme celles qui sont indiquées là. Donc ça, c'est un exode classique de création de coupe, pareil pour les étudiants de première année. Et en fait, si vous voulez faire ça à un logiciel et que vous travaillez surface par surface, ça fait des surfaces qui se croisent. Parce que le logiciel ne voit pas la cohérence. Le gros avantage de l'approche implicite, c'est que du coup, le logiciel voit la cohérence stratigraphique. Donc, il arrive à beaucoup mieux extrapoler. Il utilise les données de votre limite du bajocien pour contraindre la géométrie du bâtonien. Okay. Donc, tout ça, c'est assez pratique. Et en fait, on peut le lier au concept géologique de manière numérique. Et en plus, non seulement c'est disponible dans des logiciels commerciaux, mais ces dernières années, il y a eu principalement deux, pour ce que je sais, d'initiatives d'implémentation dans des codes open source. Donc tout ça, c'est disponible. Il y a Loop Structural qui reprend les principes des champs de potentiel, qui reprend les principes de l'optimisation numérique, donc en gros les travaux de Nancy, sur des maillages tétraédriques et une approche discrète. Et puis vous avez GEMPy, fait par nos collègues allemands de RWTH, qui reprend les principes qu'il y a dans le géomodeleur du BRGM. Donc l'approche plus orientée criblage et criblage dual. Mais tout ça, c'est très bien, mais en fait, l'explicit modeling, il n'est pas mort, parce que quand vous avez des géométries complexes, genre du sel et des sutures, en implicite, ça ne marche pas. Et quand vous avez des variations d'épaisseur, on s'est rendu compte qu'en extrapolation, ça ne marchait pas très bien non plus. C'est le petit exemple qui est là. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour essayer justement de comparer les différentes approches et les différentes formulations. Il reste 2 minutes. Eh ben, c'est parfait. J'ai fini, donc j'espère qu'on aura rattrapé un peu de retard. Bien maîtriser son sujet terrain pour bien pouvoir le transférer à l'utilisation et puis en ce qu'on veut en tirer, quoi. Et pas partir de choses qui. Pas faire confiance au logiciel. Oui, c'est un peu ça. Nos stagiaires qui arrivent, où sont les logiciels, voilà,
Et c'est vrai que souvent, on leur dit, d'accord, les logiciels sont là, mais on va d'abord regarder les hypothèses. Et puis après, on regardera ce qu'on met dans la machine, entre guillemets, et ça permettra de sortir quelque chose de cohérent, quoi, parce que la machine, elle sortira toujours quelque chose. Après, est-ce que ça correspond à la réalité et à ce qu'on veut? C'est différent. Est-ce qu'il y a une question? Alors, juste une. Oui. Pour qu'on puisse partir 5 minutes en pause. Quelles sont les conditions pour que l'automatisation totale soit possible? Parce qu'actuellement, la frustration, c'est qu'elle semble ne pas être possible. Et il y a des conditions pour ça? J'allais dire, c'est la complexité géologique du milieu. Si on est dans au beau milieu du bassin de Paris, où on a quelques failles qui sont bien identifiées et où toute la stratigraphie s'empile de manière relativement gentille et qu'on a une bonne colonne et une bonne interprétation, alors peut-être que je me fais des grandes illusions, mais j'ai envie de dire, une approche implicite ou explicite, a priori, va marcher relativement bien sans trop tourner les boutons. Là, les exemples que j'ai montrés, c'est quand même des exemples relativement... voilà. Là, en termes de complexité, c'est pas mal chamboulé. Si vous faites un tunnel dans les Corbières, c'est pareil. Je pense qu'il va falloir pas mal bidouiller et tourner les boutons. Même si, encore une fois, les approches implicites ont quand même tendance à faire gagner beaucoup de temps sur des configurations plissées et faillées. Il y a des extensions pour essayer de prendre en compte les données, des paramètres de plissement qui sont disponibles. Un des aspects vraiment le plus important pour ça, c'est pas tant la modélisation que le traitement de la donnée et la fiabilité de la donnée de départ. Parce que dans tout modèle, c'est garbage in, garbage out. Donc, si les données ne sont pas propres, en fait, c'est là que ça va poser problème. Mais c'est là aussi où ces approches sont intéressantes, parce que justement, si les données ne sont pas propres et que vous vous attendez à avoir des structures qui s'empilent, par exemple, vous allez vous retrouver avec des bulles. Donc, la présence d'une bulle peut indiquer qu'il y a un endroit où il y a une interprétation qui déconne. Voilà, voilà. Mais effectivement, ça demande. C'est en ça où ces outils, moi, je les vois plus comme des outils d'aide à l'interprétation géologique. Quelque part, c'est un peu le nouveau marteau et cahier. Enfin, ça n'empêche pas de faire le dessin crayon, papier-crayon pour affiner les concepts. Le problème du papier-crayon, c'est que c'est 2D et que ce n'est pas quantitatif. Là, on colle aux données et on a ce va-et-vient entre les données, le modèle et ce qu'on voit, ça nous permet de réfléchir au concept. Donc, et c'est là où l'automatisation, elle est un peu antagoniste. Pardon, je fais vite. Elle est un peu antagoniste des approches un peu plus manuelles, c'est-à-dire qu'affiner un concept et le maturer et le faire évoluer, ça demande pas mal d'interactions et pas mal de manipulation. Par rapport à la solution presse-bouton, je mets mes données, j'appuie sur un bouton et j'ai mon modèle. Et finalement, oui, ok, on a un résultat quantitatif, parfois ça marche assez bien, mais finalement, on n'a pas appris grand-chose en faisant ça. Donc pour la prédiction, ça peut être intéressant, mais il y a tout le côté feedback pour l'interprétateur que je pense qui je pense est le plus intéressant. Donc il ne faut pas croire qu'on va gagner du temps en fait avec ça. Enfin, moi, c'est mon credo. On va mieux travailler, on va améliorer la qualité du travail. Je ne suis pas sûr qu'on gagne énormément de temps, sauf quand on est dans des cas très simples, où effectivement. Merci. Eh bien, merci.